Sécure épisode spécial. Je suis avec un panel. Je vais les présenter un à un. Je vais leur demander qu'ils se présentent un à un, puis après ça, on va embarquer dans le sujet. Je commence avec Geneviève. Oui, bonjour, Geneviève La Jeunesse. Je suis une spécialiste en cybersécurité. C'est une carrière dans laquelle j'ai bifurqué du jeu vidéo. Donc, en technologie depuis une vingtaine d'années, cybersécurité plutôt 15. J'ai fait un peu tout de l'éducation populaire aux investigations. Présentement, je travaille en gouvernance pour un média national, Radio-Canada pour ne pas le nommer. Et je tiens à spécifier que je parle seulement qu'en mon nom personnel aujourd'hui. Aucune tentative de représentation de position de Radio-Canada ici. Voilà, on aurait pu mettre un petit cliquer ici pour accepter les termes et conditions. Ouais. Oui. Fanny? Allô, je m'appelle Fanny Tan, je suis journaliste et chroniqueuse indépendante spécialisée en technologie cybermenace et je suis aussi chercheur à la chaire Raoul-Dandurand, plus précisément à l'Observatoire des conflits multidimensionnels. Christophe Darlac, je suis aussi de sécurité consultant pour Ciblex Consulting avec un parcours centre spatial, ministre de la Défense, ministère de l'Intérieur et 10 grands industriels de l'aéronautique et du maritime. Et pareil, comme Geneviève, je parle en mon nom. William? Oui, bonjour, William Sampietro, je suis RSSI, responsable sécurité dans une société privée qui fait du cloud. Ça fait 20-25 ans que je fais de la sécurité, que ce soit de la sécurité opérationnelle, l'ancêtre de ce qu'on appelle aujourd'hui des SOC, VOC, etc. Et j'ai fait pas mal de gouvernance aussi et de normalisation sur des normes internationales, européennes, françaises. Oui, aujourd'hui on rassemble tous ces belles personnes pour parler de géopolitique et cybersécurité. Parce que les deux se sont invités principalement depuis à peu près 1 an et demi-ish, où on a eu un acteur principal qui a vraiment ramené à l'avant-plan l'espace géopolitique qu'on vit en cybersécurité. Avant, on faisait juste dire oui, on a des méchants acteurs qui sont d'autres pays qui viennent nous attaquer. Là, dorénavant, on a des gens dans notre propre cours qui viennent poser des gestes qui ont des conséquences, notamment en cybersécurité, soit en donnant un coup de pied sur un nid de guêpe, qui soulève des choses ou soulève des passions chez certains pays de vouloir être d'une plus grande autonomie. Donc, je vous laisse commencer avec ça. Oui, on dit souvent que le cyber, c'est une question technique. En fait, un petit peu, en réalité, c'est devenu aujourd'hui, c'est un levier de puissance, que ce soit les États, les organisations privées ou criminelles. Et aujourd'hui, ils l'utilisent pour observer, pour influencer, pour affaiblir un adversaire. Du coup, on a tout un tas d'entreprises, d'organisations privées ou publiques qui sont un petit peu les victimes collatérales, parfois directes, parfois collatérales. Et c'est ça qui change profondément. C'est qu'on n'est plus dans des attaques isolées depuis longtemps et on est dans une confrontation qui est continue, parfois même invisible et surtout permanente. C'est ce qui change un petit peu le contexte aujourd'hui. Oui, je prends la parole. On voit aussi, d'ailleurs, il y a une catégorisation aujourd'hui des groupes qui attaquent avec qui peuvent être des États qu'on connaît directs, mais aussi des groupes qui peuvent être sponsorisés, donc ils sont catégorisés aussi par des de recherche en tant qu'APT. Et on voit aujourd'hui aussi énormément de tentatives de déstabilisation qui ont des signatures indirectes et qui sont liées à ces attaquants sponsorisés. Moi, personnellement, je vois énormément de cette magnifique menace qui est le phishing qu'on voit partout en permanence. Et je fais aussi un petit peu de forensique et à chaque fois, on remonte non pas de la tentative un peu isolée ou opportuniste de quelques groupes qui voudraient se faire un peu d'argent, mais vraiment à chaque fois, on remonte assez régulièrement à des acteurs qu'on peut identifier assez facilement. Donc ce sont des tentatives de déstabilisation, que ce soit par l'extorsion ou par on va dire les tentatives de mettre à l'arrêt certaines organisations qui sont reliées effectivement à des objectifs géopolitiques. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus, de moins en moins entre guillemets, ce qu'on considérait comme des activistes, des scriptidies par le passé, et de plus en plus d'attaques organisées et structurées. Je me demande s'il y a un effet de cible par rapport à ça aussi, parce que je pense que selon les organisations, la nature des attaques a
ça va toujours rester multivarié, mais je pense que certaines organisations, disons les porte-étendards corporatifs, peut-être qu'eux voient plus de cette activité plus activiste. Je pense à Shiny Hunters récemment, tous ces groupes où la notoriété demeure un peu importante, mais c'est sûr qu'au niveau de la technicité des attaques, ça a peut-être changé aussi. J'ai l'impression qu'on voit beaucoup d'attaques simples. Puis aussi au niveau de l'attribution, William, ce que tu mentionnes, ça me semble absolument la réalité de mon point de vue aussi, dans le sens que il y a des marques d'attribution. On a plus l'impression que parfois on vient planter un drapeau. On vient dire, vous allez être capable de retracer ceci. Le message, c'est que vous n'êtes pas capable de l'arrêter à l'entrée. Moi, la chose qui me chatouille le plus par rapport à ça, c'est comment les alliances sont en train de se reconfigurer aussi. Au niveau des organisations, on reçoit de l'information d'un peu partout. On peut recevoir de l'information du côté des agences nationales, de nos collègues dans l'industrie. Mais les alliances plus classiques, les Five Eyes, l'OTAN, tout ça, on sent qu'il y a aussi une reconfiguration des forces importante, puis ça a un impact sur la qualité de l'information qu'on reçoit très, très, très loin en aval de ces processus-là. Moi, c'est quelque chose que je remarque au quotidien. Je remarque aussi dans des conversations avec des collègues, des conversations informelles. Et tout le monde est devenu peut-être un petit peu plus au relais pancrète, plus près de la technique, parce que la qualité de l'information qu'on reçoit de nos outils, elle est changeante. C'était facile à un certain moment donné de dire c'est tout le monde qui a trop versé dans l'IA, puis on arrive avec des approximations plus moyennes de tout, mais là, il y a lieu de se questionner. Est-ce que c'est la provenance de nos outils aussi? Est-ce que c'est... Puis là, dans la provenance, je vous lance deux balles. Il y a la question de tous les outils maison, open source, rafistolés qu'on peut avoir. Puis il y a la question des outils qui sont majoritairement issus de certaines zones géographiques, qui vont être l'Israël, qui vont être les États-Unis. Puis, toute l'industrie repose là-dessus un peu. Là. Notre télémétrie repose sur ça. Donc, et tout le matériel aussi qui, de plus en plus, vient d'autres pays comme la Chine avec Huawei, qui ont des matériels qui sont beaucoup plus performants que ce qui est sur ce dont on avait l'habitude de voir en termes de qualité-prix. C'est mieux et on se dit toujours oui, mais c'est problématique parce que ça vient de Chine. Moi j'ai déjà fait l'exercice de poser les mêmes questions à des constructeurs chinois que des constructeurs américains. Un constructeur chinois il répond en toute transparence, les Américains le font beaucoup moins. Et aujourd'hui on voit en tant que on va dire que cloud provider, un deuxième sujet c'est la dépendance matérielle. Aujourd'hui le prix de la RAM a été multiplié par je sais même plus combien de zéros il faut rajouter. Pourquoi ? Parce que les constructeurs, ils ont fléché le commerce de ces puces vers des entreprises privées qui avaient précommandé. Et aujourd'hui, si en France, on veut prendre du Dell, peut-être que Dell fournira d'abord ses clients sur un autre marché. Je citais Dell, on aurait pu en citer n'importe quel autre. Donc, je rejoins ce que tu dis, Geneviève, avec en plus une couche de matériel. Donc la cyber, c'est plus que le logiciel qu'on savait faire avant et qui était plutôt simple. Aujourd'hui, on est bombardé d'informations. Il y a le matériel et en plus, on a vu aussi quelque chose, moi, qui m'a un peu perturbé, c'est le fait que la Russie avait fermé son réseau, que la Chine avait fermé son réseau, qui sont capables de se couper du jour au lendemain sur tous les types de menaces et que nous, quand je dis nous, c'est le reste du monde. Aujourd'hui, on n'est pas capable de se fermer. Les États-Unis ont la capacité, eux, je pense, de se protéger. Et d'ailleurs, ils ont une doctrine un peu différente de la nôtre, c'est qu'ils ont aussi la capacité, au niveau de leur doctrine nationale, d'attaquer. Parce que, par exemple, en Europe, il n'y a aucun pays dans sa doctrine, peut-être un peu les anglo-saxons, mais nous, on n'a pas le droit d'avoir ce deuxième... C'est inscrit dans notre livre blanc. C'est inscrit dans notre livre blanc. On a la capacité en Europe, c'est à peu près la France qui a la seule capacité de le faire. Et c'est écrit dans le livre blanc. Oui, mais pas en tant que on l'a dans la capacité militaire, mais pas en tant que public. Ça veut dire que ceux qui ont attaqué, dont on sait qu'il y a eu des attaques qui sont étatiques,
la partie réponse, il n'y a pas on va dire un commandement national comme l'ANSSI et l'organisation qui doit défendre la France. Il n'y a pas la même le même organisation et les mêmes moyens pour répondre à ce genre d'attaques qui vont être visant des infrastructures françaises. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on n'est pas dans une méthode et une doctrine de guerre hybride immédiate. Par contre, les États-Unis, il suffit que tu fasses un test en tant que hacker. On a tous envie de tester un peu la partie, le site de la CIA, par exemple. Ils répondent systématiquement. Il n'y a pas de questions à se poser. C'est une réponse automatique. Il y a des gens qui vont faire l'analyse et la réponse dessus. C'est dans ce sens-là que je voulais donner ce biais. Ouais, on va laisser parler Fanny. Ah, mais vous pouvez y aller, je vais pas vous couper. Ben, en fait, j'allais vous couper en vous posant une question, là, parce que je sens mon âme de journaliste qui vient, mais vous parlez je pense que vous êtes des personnes qui avaient peut-être plus d'expérience de travailler directement avec de la télémétrie, ce que nous, à la chaire Raoul Dandurand, on ne fait pas pour faire notre répertoire des cyberincidents à caractère géopolitique. On se base uniquement sur des rapports gouvernementaux, des sites de nouvelles, des rapports de firmes de cybersécurité pour se faire une idée, dans le fond, de quel pays qui nous vise avec quel genre d'attaque. Évidemment, ça montre vraiment juste la pointe de l'iceberg. Là. Cette année, en fait, l'année passée, en 2025, c'était l'année où on a trouvé le plus de cas de cyberincidents à caractère géopolitique. On en a 20. Donc, clairement, il y a plus que 20 incidents qui se sont passés. Mais je me demandais, vous, du côté de la France, c'est moi, c'est qui les acteurs étatiques qui vous visent le plus en termes de cyberattaques à caractère géopolitique? Je penserais à la Russie, évidemment, avec des campagnes d'influence. On a déjà, ça va revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que déjà c'est lié à nos alliances, c'est lié à l'actualité et c'est lié à plein de choses. On va faire simple, hein, tout le monde s'attaque et tout le monde s'écoute et tout le monde s'entend. On n'a pas vraiment de limite de terrain de jeu et c'est ce qui change un petit peu. Et pour reprendre par exemple, je vais te donner un exemple par exemple pour faire une petite réponse à William tout à l'heure, c'est que certes le matériel, il a cité Huawei qui était moins cher, mais en fait on sait pourquoi c'est moins cher, on sait pourquoi c'est poussé. Ça fait partie des fournisseurs qui sont interdits dans un certain nombre de gouvernements dans le monde pour des raisons très particulières. Et c'est justement le fait que ça soit poussé d'une certaine qualité-prix, c'est la première attaque qu'on a. La première attaque qu'on va avoir, c'est le matériel. Et il y a des organismes aujourd'hui qui vendent le matériel volontairement pour pouvoir avoir la main derrière. C'est un exemple, il y en a plein, c'est plus ou moins controversé. En tout cas, les services de certains pays ont des infos qui vont bien concernant différents producteurs et fournisseurs. Mais pour revenir à ta question, c'est en fait les attaques déjà, elles sont pas forcément faites à distance, elles sont parfois physiques et le hardware en fait partie. Aujourd'hui, on subit des attaques en France par rapport à de nombreux positionnements géopolitiques. On peut avoir les effets évidemment de la guerre russo-ukrainienne, on peut avoir les effets aussi commerciaux avec les États-Unis, on peut avoir aussi les effets du conflit israélo-palestinien et également une partie de l'Afrique subsaharienne qui est un petit peu riche en histoire de notre côté. Donc du coup, on va avoir aussi tous ces éléments-là. On a aussi une partie asiatique où avec aujourd'hui il faut différencier un petit peu aussi l'origine de l'attaque et le commanditaire. Moi, j'aime bien ça parce que aujourd'hui, par exemple, si on prend la Birmanie ou le Cambodge, où on a des centaines de milliers de personnes qui sont enfermées, on a retiré les passeports pour faire des attaques cyber. Et là, c'est des gens de 18 ans, c'est absolument pas des experts. Ils sont enfermés, ils ont fait un petit, ils commencent à peine leurs études, et on leur a dit stop, vous quittez plus le pays. Et c'est assez d'ailleurs intéressant de voir que c'est la Chine qui commence à mettre la pression au Cambodge, tellement ça a pris une dimension. Récemment, la Chine a commencé à dire attention, il faut que quand même vous luttiez un petit peu contre ça. Là, vous allez un peu trop loin dans ce que vous êtes en train de faire. Et en fait, on parle pas à l'État, on parle aux organisations criminelles. Comme ça peut se retrouver parfois avec on fait un analogie avec le trafic de stupéfiants. C'est un petit peu, parfois on parle plus à des États, on parle à des organisations criminelles. Donc
Aujourd'hui, c'est difficile de donner toutes les pays qui nous attaqueraient, toutes les organisations qui nous attaqueraient. Mais si tu regardes un petit peu le cercle géopolitique de ce qui peut se passer sur le territoire là où la France est engagée ou s'est désengagée, t'as à peu près la réponse. Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Christophe, avec lequel je partage tout à fait son analyse. Je vais juste te donner deux petites choses. En général, les attaques de type Russie, ça va plus être de la déstabilisation. On a eu quelques cas qui ont été, et on a eu aussi des publications de l'ANSSI qui ont mis en garde contre justement la désinformation. C'est des sujets aujourd'hui qui reviennent. On se souvient ce que ça peut donner, la notion de désinformation avec les élections et le cas Cambridge Analytica, qui a utilisé des données pour déstabiliser d'une certaine façon, pour orienter, on va dire, un certain nombre de sujets. En France, on a eu quelques sujets comme ça qui ont eu pour but de déstabiliser. La Chine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va plus essayer d'avoir de l'information. Pas à but de déstabilisation, mais plus elle récupère énormément d'informations. On a vu des cas à Toulouse où une personne d'origine chinoise avait bizarrement une antenne de 15 mètres de haut dans son jardin, juste à côté certaines installations françaises. Donc eux, ils vont récupérer plutôt du secret professionnel, c'est assez plutôt de l'information à classifier Et le cas je voulais juste revenir 2 secondes sur le cas de Huawei et la 5G. Alors tout le matériel Huawei n'est pas interdit dans le monde, hein. Mais la 5G a été notamment interdite. Et c'est très intelligent de la part des Chinois parce que en géopolitique, ce qu'ils ont fait, en intelligence économique, c'est qu'ils ont été, entre guillemets, orienter les travaux de normalisation du standard de la 5G. Ce qui fait que, ayant à la fin le consensus, mais avec le plus de rapporteurs ou le plus d'investissements de Chinois dans ce standard, ils ont imposé le standard 5G comme étant le leur et donc leurs équipements qui répondaient à ce besoin-là. Donc, on va dire que la Chine est beaucoup plus intelligente dans son approche d'influence géopolitique. Elle attaque beaucoup moins, elle essaye d'avoir beaucoup plus on va dire, de soft power de cette façon-là. Et donc, elle va avoir des ambitions qui vont être beaucoup moins destructrices que ce que peut avoir, par exemple, la Russie. Il faut aussi savoir que les États-Unis, aujourd'hui, on a bien compris, nous, de notre côté, que c'est plus forcément des alliés historiques. Ils ont aussi beaucoup on va pas dire des attaques directes, mais des choses qui peuvent nous faire défaut. On a vu le cas, par exemple, de VMware qui a été racheté par Broadcom, qui a fait beaucoup de mal à tous ceux qui avaient du VMware chez eux. On a aussi le cas des États-Unis qui ont utilisé le lawfare avec les turbines Arabelle d'Alstom et l'affaire Pierucci, où on sait qu'ils ont utilisé les moyens de Microsoft pour avoir un certain nombre d'informations. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est ce que je disais en préambule, on n'a plus forcément beaucoup d'alliés. Et la réponse, j'ai bien aimé la réponse de Christophe qui disait que les attaques sont très liées aux alliances un peu qui sont faites par chaque pays et leurs amis à l'instant T. Ouais, et puis ça change. En fait, ce qui est difficile pour la plupart des organisations, c'est qu'elles ont du mal à avoir cette temporalité-là. C'est que déjà, le contexte, il change à chaque fois. Et c'est sur du très long terme. Une organisation peut mettre du hardware piégé dès le départ et attendre 10 ans avant de l'activer, ça pose aucun problème. Et ça, les organisations n'ont absolument pas conscience. Et ça, c'est un vrai souci. Mais peut-être même ne jamais l'activer s'il n'y a pas besoin. Ça arrive très régulièrement, et on appuiera juste sur le bouton au moment où on aura besoin. Et ça, c'est très compliqué pour nos actions de se rendre compte. Et c'est pas du tout en plus dans les prérogatives d'une entreprise privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, Fanny, tu l'as dit, on a des organisations, alors en France, il y a l'ANSSI, des organisations gouvernementales qui publient des éléments de sécurité. Dans le privé, nous, on ne peut pas avoir la capacité d'aller se poser des questions si le matériel qu'on achète d'une façon légitime finalement par des revendeurs qui sont en Europe, qui revendent du matériel qui est en UE, mais c'est pas important puisque c'est de toute façon c'est du commerce légitime. Il n'y a pas d'interdiction sur le matériel et on n'a pas les capacités. Alors il y a quelques groupes qui ont la capacité, ceux qui utilisent ce matériel dans du matériel embarqué pour faire des avions, pour faire des choses militaires, ils ont des équipes sur lesquelles ils font du rétro-engineering de tout. Au fer à souder. Mais dans le privé, c'est impossible. Le privé, c'est quand même le but d'avoir une responsabilité sociétale et économique. Donc, on ne peut pas avoir ce cas de se poser la question du risque étatique. On se dit, bon, si l'État, si les gouvernements n'ont pas émis
on va dire, des informations contradictoires au fait d'utiliser ce matériel ou d'utiliser ce logiciel. Dans le privé, on ne peut pas avoir cette activité de se poser cette question-là. Donc, on ne l'aura jamais, en fait. Alors, ça reste en tête. Hein. Il y a aussi la question de... Oui, vas-y, Geneviève. Il y a des fonctionnalités qui sont normales pour le matériel, puis ensuite, le contexte géopolitique leur fait prendre une couleur tout autre. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait eu l'histoire de Supermicro avec est-ce que le matériel de serveurs dans les centres de données est complètement verminé par des backdoors chinois, oui ou non. Puis ça avait fait la première page des médias. C'était devenu l'opération d'information autour de ça ou de désinformation. Et puis, je dis opération, c'était pas forcément tout orchestré. Là. Je pense qu'il y a aussi une question de connaissances techniques qui sont peut-être manquantes quand on parle de ces questions-là. Ça a fait tout un tollé, mais au final, pour William, je suis certain que ça fait partie de la réalité du quotidien. Si on doit redémarrer une machine dans un centre de données, il faut avoir accès à distance. Donc, il va y avoir certaines de ces fonctionnalités-là qui sont à un certain niveau. Puis là, la rétro-ingénierie nécessaire à s'assurer de l'ultime sécurité de ça, comment on peut y arriver? Il y aura le code qui fait ça quelque part. Puis est-ce qu'on est capable de vraiment tout aller chercher? C'est vraiment la question des moyens. C'est la question de la capacité. Puis après, qui a la responsabilité? Parce que si c'est offert sur un marché, ça devrait être sécuritaire. Je pourrais pas vendre de l'épurée avec du plomb dedans. C'est un peu, il y a ça aussi. Là. Mais du coup, nous, ce qu'on fait dans la partie privée pour répondre à ces problématiques-là, on peut pas se poser la question, mais la télémétrie est importante. L'accès en data center, comme tu le disais, moi je le vois puisque ça fait longtemps que je fais, mais on a des data centers quand on est une organisation et qu'on veut avoir on va dire ce mindset, on va être capable de se dire, le data center, on est capable d'y aller. Nous, on a j'ai toujours travaillé ça fait 20 ans que je travaille sur ces sujets-là, dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, on a toujours eu l'accès en data center et pas des data centers qui sont très loin. Donc, c'est déjà des choix au début. La télémétrie, aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce que effectivement, tous les fournisseurs fournissent clé en main. Ne vous inquiétez pas, on va vous dire avant vous que ça va mal, on va vous dire. Donc, la télémétrie, c'est de la maintenance prédictive. Mais du coup, ça veut dire qu'on est capable aussi, nous, en tant que fournisseur, enfin, en tant qu'utilisateur, de se dire, je vais faire autrement avec cette télémétrie, je la coupe. Alors, il y a certains fournisseurs avec lesquels c'est impossible. Il y en a certains avec lesquels c'est possible. Et en fait, on doit rentrer dans cette analyse de risque et être capable de se dire oui, c'est des risques que je peux traiter. Non, c'est des risques que je ne peux pas traiter. Donc, je vais les reporter sur la responsabilité de l'éditeur à ne pas le faire, effectivement. Et là, on se retourne sur des stacks qui vont être gouvernementales, Cloud Act et compagnie, sur lesquels les privés ne peuvent plus rien faire de toute façon. Et puis ça permet aussi de démontrer un petit peu la puissance. Je reviens là-dessus, je le disais un peu en introduction, mais quand tu es dans un pays qui a la main mise sur ta souveraineté parce que tu as passé des contrats et que tu as choisi telle solution. Ça peut être une solution cyber, on l'a vu, ça marche aussi avec les avions et le militaire récemment, mais on va dire que tu as choisi une solution cyber, tu as passé un contrat étatique pour de temps en temps, c'est toujours bien de rappeler en fait à l'autre en face, de dire qu'il peut couper tout à tout moment, qu'il peut aussi augmenter ses prix à tout moment. Et même si les entreprises entre deux, au fil du temps, se libèrent un petit peu de cette origine, c'est toujours très compliqué de retrouver ta souveraineté. Et je veux te dire aujourd'hui, souveraineté, au-delà de la souveraineté, c'est ta propre liberté, parce que c'est bien de réfléchir à comment utiliser autre chose. Je pense qu'on devrait mettre plus de moyens à essayer de fabriquer autre chose que d'essayer d'y réfléchir. Nous, on a un vrai problème en Europe, qui est un peu beaucoup plus sérieux que chez vous. Nous, on a un vrai problème en Europe, c'est qu'on réfléchit et puis on ne trouve jamais les solutions. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on arrête de parler de souveraineté, qu'on arrête de dire s'il faut être souverain, mais faites-le. Arrêtez de parler, en fait. Faites-le. C'est comme si tu disais, faut pas traverser la route. Ne la traverse pas. On va gagner vachement de temps et de réunions qui servent à rien. Et donc, du coup, moi, je trouve qu'il faudrait plutôt prendre du temps et payer des gens, il faudrait plutôt investir dans des entreprises.
Je suis d'accord, mais au moins le fait que les discussions ont déjà eu lieu, ça nous permet, nous, ici, de dire non, mais ce débat-là, il a lieu en Europe depuis 5 ans, là, puis les conclusions, c'est ça, alors allons-y. Donc, après, on passe pour C'est ça, exactement. plein Surtout d'esprit, mais... Ne perdez pas le temps qu'on a perdu, nous. Ouais, je vais rajouter là-dessus, puis être très drôle, parce que moi, mon texte, c'est que ça fait 10, 15 ans que la France parle notamment de la souveraineté numérique, mais ils n'agissent pas, mais ils parlent. Ils parlent beaucoup. Ici, on arrive, là, on a un événement qui suscite les choses, et là, on se lance là-dedans sans réflexion. Déjà, il y a comme un peu un mitoyen entre les deux. Il faut agir, oui, mais faut réfléchir un minimum avant, et ce qu'on ne fait pas à l'heure actuelle ici, dans ce fond, on est très émotif dans la réaction qu'on a par rapport à ce qui se passe, et on n'a pas l'espèce de recul qui est nécessaire, mais après ça, pour ça, l'Europe me fait très rire sur le fait, oui, souverain, mais il n'y a pas eu d'action réelle et concrète depuis le temps qu'on en parle réellement. Et dans le numérique, dans l'industriel, c'est différent parce qu'il y a vraiment des actes qui existent, mais ceux-ci ont des problèmes contraires, puisque la production d'avions en France, le problème associé, c'est que c'est tellement souverain qu'il n'y a pas de chaîne d'approvisionnement mondiale, donc il n'y a pas de capacité de production comme on va retrouver dans d'autres sphères où il y a une volonté de répartir la chaîne de production à travers le monde nécessairement. Et là, je parle du F-35, puis l'équivalent français qui a une capacité de production insuffisante pour pouvoir être capable d'être vendu et d'être utilisé en dehors de quelques pays autour de la France. Ouais. Mais complètement. Vas-y, C'était juste pour faire le parallèle avec cette histoire de souveraineté. Ça fait déjà un moment qu'en France, on a une volonté. On a sorti un framework qui s'appelle Secnum Cloud pour sécuriser un peu les opérateurs cloud, être sûr qu'ils sont indépendants avec tout ce qui pourrait être lié justement au Cloud Act américain, d'être sûr que les données ne partent pas. Et en fait, cette norme qui dure depuis 2013, aujourd'hui, elle a que 10 acteurs, une dizaine d'acteurs en France. Et c'est un vrai problème parce que les acteurs, ils veulent les acteurs privés, les fournisseurs cloud, ils voudraient y aller, mais c'est tellement contraignant en termes de cyber qu'à la fin, les clients ils disent mais ça coûte trop cher. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir un investissement. Et je donne juste mon point de vue sur cette histoire de souveraineté où on en parle beaucoup. En fait, il y a 2 axes majeurs pour qu'on arrête d'en parler et qu'on le fasse. C'est que la commande publique, que la décision politique disent, voilà, au lieu d'essayer d'ouvrir à chaque fois à tous les opérateurs, vous choisissez en préférence ces opérateurs-là, ou au moins l'administration publique, je vous demande d'utiliser des opérateurs ou des fournisseurs qui sont français ou canadiens ou autres. Ça veut dire qu'on ne laisse plus le choix. On a la décision politique, et de l'autre côté, on a la commande publique qui, elle, va venir financer ces acteurs, parce qu'effectivement, des acteurs qui ne sont pas, qui sont souverains, mais qui ne peuvent pas être en face de gros Américains des GAFAM, si on leur donne pas l'argent pour se mettre au niveau, ils resteront toujours en sous-effectif, en sous-chaîne d'approvisionnement, en impossibilité d'être scalable sur le truc, et finalement de ne jamais être au niveau de cette souveraineté. Donc c'est après une quinzaine d'années où on a un peu parlé souveraineté, aujourd'hui, je rejoins ce que dit Christophe, il faut arrêter d'en parler, il faut financer les bons acteurs qu'on veut voir souverains, et puis il faut les laisser récupérer le retard qu'ils ont. Mais ça sert à rien de leur demander à des sociétés, des cloud providers d'être souverains ou des constructeurs si on ne leur donne pas les moyens de l'être. Puis sur ça, j'ajouterais décision politique et commande publique. Oui, mais en plus de ça, il faut vraiment aller dynamiser cette décision-là dans le sens que du côté des acteurs gouvernementaux, les gens qui sont allés avec GovCloud d'un côté ou de l'autre, ils ont eu des rabais extraordinaires. Là. Ils ne paient pas ce que ça coûte d'être sur le cloud. Donc, le coût d'opportunité de baisser les risques au niveau de la géopolitique, il est insoutenable pour les organisations, pour les ministères, les agences, peu importe. Au Québec, on a été... donc, à chaque fois qu'il y a un dossier informatique, là, il y en a un qui va encore... ce qu'il devrait voir au moment où ce podcast-là va sortir, ça va être sur le dossier médical, mais à chaque fois qu'il y a un chantier, les dépassements de coûts sont c'est logarithmique presque, j'exagère, mais puis si on dit en plus, vous avez dépassé les coûts en utilisant ces moyens-là qui sont à rabais, un peu de la même manière que le matériel chinois est à rabais, jamais ils vont y arriver. Jamais on va aller chercher l'expertise aussi, parce que pour moi, c'est là qu'il y a
c'est là que se trouve le drame quand je vois les salaires qui sont payés au niveau des agences ici. C'est pas. Il n'y a aucune comparaison avec ce qui peut être fait dans le privé en travaillant pour une entreprise américaine. Puis les entreprises américaines, elles ont presque toutes leurs assises dans les grandes villes au Canada. Là. On parle de Meta, Google, il y a plein, ben là, il n'y a pas plein d'emplois parce que le marché de l'emploi est questionné, mais quelqu'un va sortir de l'université avec première de classe, puis on va lui offrir 3-4 fois le salaire au privé. C'est même pas. Ça devient une question d'évaluer ses conditions de survie là, comme choix de. Puis bon, on peut dire oui, le choix éthique, c'est d'aller vers le service public. Ouais, je veux bien, mais à un moment donné, c'est la géopolitique faisant que toute l'incertitude que vivent les gens au niveau de leur situation financière, c'est certain que c'est moins attirant. Là. Puis là, ben, on vient aller recréer ces effets-là. Les gens, si plus tard dans leur carrière décident d'aller vers du service public, ils ne connaissent que les solutions commerciales américaines. Donc, c'est un vrai sujet, mais en faisant beaucoup après, je pense qu'il faut aussi maintenant on a peut-être plus une posture d'expert. Je pense que les experts, ils ont aussi les missions d'aller expliquer ou d'aller discuter avec d'autres personnes qui arrivent sur le marché en leur disant et en leur expliquant quelles sont comme tu le disais, mais les différentes offres. J'ai compris que tu avais beaucoup travaillé sur l'open source et qui était quelque chose qui te tenait à cœur. Voilà, expliquer les différences. Alors, j'ai pas dit, mais mon troisième pilier, c'est convaincre les gens dans la souveraineté. Et pas convaincre les gens que c'est bien, mais convaincre les gens que peut-être que des fois, acheter un t-shirt à 15 euros, c'est plus éthique que d'acheter un t-shirt à 1 euro qui va se finir dans une décharge au Bangladesh, quoi. Et juste de faire prendre conscience ce sujet-là en disant, il y a des alternatives qui existent. Oui, c'est moins sexy. Mais tu fais un choix qui est un peu plus personnel et qui est en lien avec des idéaux qui peuvent être un peu plus souverains ou patriotes, je sais pas comment on peut l'appeler, mais le fait de le savoir, ça permet aussi de faire des choix éclairés. Et c'est ce choix de solutions qui peut être des solutions d'entreprise, qui peut être des solutions souveraines ou pas, qui peut être de choisir, par exemple en France, on a des solutions de messagerie instantanée qui sont souveraines. C'est compliqué de faire passer tout le monde sur ces solutions parce que tout le monde reste sur WhatsApp. Voilà, en gros. Mais c'est petit à petit en expliquant aussi qu'il existe d'autres choses, il existe d'autres façons. Au final, c'est peut-être aussi des actes à réaliser pour essayer de récupérer un peu cette maîtrise des solutions logicielles, des solutions technologiques et finalement de la sécurité de nos données. Mais genre, ça m'amuse beaucoup l'amour notamment des Français ou des Européens francophones, du moins de ce que je sais de WhatsApp. Ça, là, pour moi, c'est un contexte d'une absurdité sans nom. Ça, c'est une chose, puis ça, je ne le comprends pas. D'un côté, vous n'êtes pas content contre les Américains, puis de l'autre côté, vous utilisez de façon massive et incontrôlée des outils comme ceux-là. Quand, à la limite, vous pourriez utiliser Signal, qui est déjà moins grave en termes d'éléments comme ça. Je trouve ça toujours très drôle, là, cet aspect-là. Oui, c'est ce que je disais, c'est totalement absurde et tu as raison de noter cette absurdité totale, sachant qu'il y a des alternatives. Mais encore une fois, la gouvernance ne donne pas d'exemple et ne donne pas d'indication. Par exemple, moi je n'ai jamais vu dans des chartes en entreprise ou dans le public le fait de dire il est interdit de communiquer par WhatsApp. Tout le monde a la facilité de se dire allez, prends WhatsApp. Et quand on creuse un peu, on dit dans le milieu professionnel, pourquoi vous n'utilisez pas d'autres messageries parce qu'on ne peut pas faire des groupes d'appels, d'envoyer des photos, des vidéos. Mais à quel moment est-ce qu'on en a besoin, toi, dans ton métier? En fait, dans mon métier, j'en ai pas besoin. Donc voilà, tu as totalement raison sur l'absurdité du truc avec ce type de messagerie. Mais du coup, c'est bien ça l'objectif de le noter et de se dire, moi, c'est un combat permanent. J'ai même fait on va dire, des conférences avec tout un truc autour de la souveraineté où les gens disaient on se met sur WhatsApp. Je leur disais non. Soyons cohérents avec notre conférence. On se met pas sur WhatsApp. Donc je préconisais Olvid parce que c'est français connu, voilà, avec l'ANSI et compagnie. Je disais au moins installer Olvid qu'on puisse discuter, quoi. Voilà. Mais je te rejoins totalement sur cette absurdité que je combats, même si j'ai WhatsApp aussi forcément sur ma sphère personnelle, pas dans la sphère professionnelle, mais je combats effectivement cette absurdité.
En fait, on aime bien, si tu veux, nous, pour répondre un peu à ta question, c'est qu'on aime bien râler, mais on n'aime pas changer. C'est un peu notre problème, un petit peu sur notre vieux continent, hein. C'est que du coup là, on est vraiment sur le côté, on râle, on n'est pas content, on sait que c'est pas bien, mais on n'aime pas trop changer en vérité. La majorité c'est un vrai problème qu'on a. Et ça explique, hein, Microsoft Windows, le premier c'est 1985. Donc moi je vais te dire, on a un retard, on est en 2026. Eh bien, tu fais le calcul, on a juste ce retard-là. On a laissé faire. On a râlé. C'est pas les premières lois en France en cybercriminalité, c'est 1977. Donc on peut dire qu'on est presque pionnier. Je suis désolé, on a fait des lois de cyber presque quasiment cyber avant les sorties de Windows. Mais en fait, on a laissé faire. On a laissé faire parce que c'était facile, parce qu'on a eu des accords, parce que on a espéré, parce qu'à ce moment-là, le contexte était différent aussi. Et aujourd'hui, remplace 40 ans, remplace 40 ans de gap technologique. La principale problématique quand on en parle en tant qu'expert, quand on va voir les organisations, c'est les interconnexions. Le problématique, c'est pas de changer le système. Tu prends une petite société qui a un système qui fonctionne en vase clos, il va changer demain pour avoir un système souverain. Il y a aucun problème. Mais par contre, une entreprise qui travaille aujourd'hui un peu à l'international, qui bouge, etc., où tu vas voir que malheureusement, les interconnexions font qu'ils vont pas avoir le choix. Et les services gouvernementaux sont les premiers à se servir à l'étranger. Donc on a besoin de ces interactions-là, et c'est le gros souci, c'est qu'aujourd'hui on n'a pas suivi la trajectoire. Quand les Windows, les autres sont sortis, il fallait tout de suite créer notre propre sphère. Il fallait faire du transfert de techno, il fallait aller chercher, il fallait faire employer des Européens dans les sociétés là-bas et qu'ils reviennent, et il fallait faire exactement la même chose. Il fallait qu'on grandisse en même temps, même si on n'avait que 5-10 ans de retard. Là, on en a 40. On en a 40 de retard. C'est quasiment impossible à rattraper. Alors, impossible maintenant, avec les technos, ça va évoluer. On va peut-être réussir à avoir quelque chose. Mais ce que disait William tout à l'heure, les investissements, les incapacités d'investissement, les difficultés qu'on peut avoir au niveau fiscal, au niveau entreprise, c'est la réalité. Il faut aussi le dire. Pourquoi il y a des développeurs qui le font pas, c'est aussi que on n'a pas la même capacité à produire. Aujourd'hui, des GAFAM ont des capacités que les sociétés européennes n'ont pas, ni en termes de financement bancaire, ni en termes de fiscalité. Donc aujourd'hui, on peut pas jouer dans la même cour et on peut pas aller se confronter. Donc je pense qu'il faut d'abord essayer de régler ça avant de pouvoir aller choisir un produit dit souverain. Et la souveraineté, moi quand j'étais RSSI comme William, je faisais toujours un indicateur dans mes KPI, je rajoutais toujours un indicateur de souveraineté. Et je proposais toujours en fait à la direction, voilà où ce qu'on en est, 10%, 15%, 20%. Et chaque année, mon objectif c'était d'augmenter un petit peu. Alors ça passait par des petites briques, parce que des briques on en a, des briques. Par contre des briques européennes on en a des sympas. Et aujourd'hui il faut essayer de poser ces questions-là. Maintenant la souveraineté c'est bien la mettre en avant, mais moi j'ai envie de poser la question et j'aime bien me faire l'avocat du diable. Mais pourquoi? Ah, mais j'adore la question. J'adore d'ailleurs l'initiative aussi. Je pense que je vais l'appliquer dès aujourd'hui, d'ailleurs, dans les évaluations que je fais. Oui, la question du pourquoi est vraiment importante parce qu'à certains endroits, le mieux est l'ennemi du bien, puis mais notre résilience n'est pas toujours attachée à tous les aspects. Je vais prendre l'exemple de la messagerie Signal. Si pour une entreprise où on a nécessité d'avoir des communications qui sont très privées partout dans le monde, c'est bien Signal, c'est hébergé sur AWS par contre. Puis si on essaie d'utiliser une version libre de ça avec Molly, ben parfois les transports des messages, ça brise. La semaine dernière, par exemple, on a eu quelques jours où les notifications n'entraient pas à moins que l'application soit ouverte en tout temps. Donc, à ce moment-là, on se dit, ben là, je verrais pour ce cas d'utilisation une très, très forte utilité à être parfaitement en autarcie, si on veut, sur de haut en bas de tout ce qui soutient cette fonctionnalité-là.
mais ce n'est pas toutes les fonctionnalités, je pense, pour lesquelles c'est pertinent, ou parfois ça va être le coût d'être capable de faire la même chose, mais avec une autre option est minime si on devait aller au plan B, ou pour certaines choses, le plan B est simplement impossible. C'est la différence entre un F-35 et d'être capable d'envoyer un message texte d'une façon ou d'une autre par pigeon voyageur, LoRaWAN, peu importe. Là, on n'a pas toujours les mêmes problèmes. Là. Oui. Oui, puis je vais rebondir là-dessus, puis c'est Christophe un peu initié, puis Geneviève aussi, parce que là, on parle de souveraineté numérique un peu, et je pense qu'on n'a pas tous la même définition, first thing. Je pense que le vocable souveraineté est teinté de choses, notamment au Québec, on a une histoire de ça, mais qui est plus politisée notamment. L'Europe ou la France le déclare d'une autre façon, notamment dans les différents forums que j'ai. Puis là, vous amenez des nuances, et je pense que ces nuances-là devront être mentionnées. Puis moi, le point de départ, c'est l'autonomie. Et non, la souveraineté, c'est pas régalien au sens, c'est dans mon terrain, c'est l'autonomie. Fait que j'aimerais ça vous entendre chacun comme ça. Puis je vais commencer par Fanny, qui est un peu moins vocale que les autres. Oui, oui. En fait, moi, la souveraineté numérique, c'est quelque chose que j'entends beaucoup parler. Là, on en parle beaucoup au Québec, surtout depuis l'administration Trump 2.0. Puis j'ai été invitée à quelques panels, à animer quelques panels là-dessus, à en discuter. J'étais à des événements. Puis moi, un truc personnellement que j'ai encore de la misère à wrap my head around, là, à me faire une idée, c'est qu'en fait, même si le concept de souveraineté numérique est rentré, je pense, dans la législation au Québec il y a quelques mois, il n'y a toujours pas de définition au Québec de souveraineté numérique. Qu'est-ce que c'est exactement? Puis quand j'en parle avec des experts en cybersécurité ou des experts en droit de l'informatique autour de moi, tout le monde a sa propre définition. Donc, je suis pas plus avancée certainement sur c'est quoi la définition de la souveraineté numérique au Québec, mais je serais curieuse d'entendre. Là, tu parles d'autonomie, Nicolas, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu souvent. Ce que j'entends, c'est que il y a un peu ce spectre-là de à quel point est-ce que, disons, se défaire de nos dépendances, c'est faisable dans le monde mondialisé dans lequel on est. Donc, c'est ça, j'ai l'impression de voir vraiment des gens qui sont très pro, on s'étage de tout, et d'autres qui disent que c'est impossible. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez là-dedans. Là, je peux faire une petite idée. William, ton micro est fermé parce que tu tapais très fort sur ton clavier tantôt et je l'ai fermé. Alors, sur la partie souveraineté, c'est vrai qu'effectivement, je suis d'accord avec Nicolas et Fanny, on peut avoir des différences un petit peu de définition et d'application, surtout. Par exemple, hein, on va travailler déjà par couche un petit peu. Enfin, moi, j'essaie de penser comme ça, parce que la souveraineté, finalement, on pourrait partir de la souveraineté du citoyen et de l'utilisateur. Déjà, simplement, hein, déjà se dire, ok, à partir de, c'est ma donnée. Hein, on a bien compris que la donnée elle était commercialisable et elle était utilisée, parce qu'au final, c'est toujours l'utilisateur final qui fait prendre sa donnée. Donc du coup, on peut commencer par là. Ensuite, on a la souveraineté de l'organisation, de l'entreprise qui est victime. Ça, c'est aussi ça, c'est parce qu'elle a son écosystème, elle a ses concurrents, elle a ses ennemis aussi, cette entreprise-là, et même dans son propre pays. La souveraineté, ensuite, on est au niveau du gouvernement, donc notre État, quel qu'il soit. Là, ici, effectivement, c'est de protéger ses capacités à pouvoir continuer de bénéficier de certains services et de certaines capacités. Ça peut être militaire, ça peut être économique, ça peut être énergétique, et cyber en fait partie aujourd'hui, hein, clairement. Hein. Donc, c'est de garder cette capacité-là, de ne pas être dans le noir complet demain, ou d'avoir des solutions de secours. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Finalement, pour avoir des solutions de secours, c'est des solutions de secours. Finalement, ça peut être une solution. Et puis ensuite, on dépasse ce cap-là, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que là, on parle de souveraineté européenne, de souveraineté occidentale, de souveraineté de bloc Asie, Russie, Amérique, Europe, et du coup, on rajoute des couches, comme on rajoute des briques finalement, et on va rajouter, se dire, bah ok, comment on passe de la souveraineté française à la souveraineté européenne?
Et comment on passe pour travailler avec d'autres 27 autres pays, hein, on parle pas de quelques pays, on parle de 27 pays, et qui nous dit que demain c'est pas un ennemi en interne. On le voit aujourd'hui en Europe avec les problématiques qu'il y a, on n'est pas tous d'accord, hein, quand même. Donc aujourd'hui, la souveraineté, quand on dit Europe, pour moi, c'est pas une gage de sécurité parfaite, hein, de travailler avec un pays européen. Aujourd'hui, on pourrait avoir de meilleurs liens techniques avec un autre pays qu'un pays européen. Donc il faut y faire attention. Et comme on a dit, le contexte, il est en fonction de la géopolitique, donc il change. Donc demain, ça peut changer. Et comment on se le définit quand on travaille sur des grands projets à l'international. L'Europe travaille régulièrement avec le Canada, avec les États-Unis. C'est un des plus grands partenaires, faut pas l'oublier. On travaille aussi avec la Chine, on travaille avec plein de pays. On échange des données, on échange des besoins commerciaux, on échange des fondations, on échange plein de choses. Donc à quel curseur on met ce niveau de souveraineté? Soit on met des échelles en fonction, soit on fait par projet et criticité. Mais de toute façon, aujourd'hui, avoir une souveraineté à 100%, c'est impossible. C'est quasiment impossible. Faut être raisonnable. On ne peut pas s'isoler du reste du monde. Ne serait-ce qu'en temps individuel, on ne peut pas s'isoler. C'est très compliqué, à moins de revenir à aller avec une cabane au fond des bois et couper Internet et son téléphone. Mais la souveraineté, la question de la Avoir souveraineté, sa cabane au Canada. exactement. Non, mais la souveraineté, elle s'arrête là où on commence à être sociable. J'ajouterais qu'au niveau géopolitique, la question des alliances peut être vraiment critique à ce niveau-là, dans le sens que les dépendances qu'on choisit, les dépendances qu'on annonce au monde peuvent aussi montrer un peu de quelle façon on reconfigure notre résilience nationale par rapport à certaines choses. Si, exemple, je pense juste à l'alliance d'échange d'informations entre le Pakistan et la Chine par rapport à ça, mais si on disait, exemple, entre la France et le Canada, si on mettait en place autrement qu'un partenariat commercial, mais quelque chose qui serait vraiment plus un partenariat en mettant en loi que, disons, je sais pas, de voir Internet comme un bien public et d'assurer une collaboration entre les deux, de dépasser un peu le cadre strictement commercial là, autour de ces questions-là. Je pense qu'il y a des façons d'utiliser les alliances pour aller montrer que dans laissant aller un peu de souveraineté, on donne un peu de force au message qu'on peut envoyer au reste du monde aussi. Il faudrait que nos agences respectives, type ANSSI équivalent, proposent en plus des sociétés dites souveraines France, qui proposent des différents niveaux. Une souveraineté nationale, une souveraineté européenne, une souveraineté Otherworld avec des partenaires privilégiés. Le Canada pourra en faire partie sur certains sujets, peut-être pas sur tous, mais et inversement, hein, on pourrait faire confiance à certaines sociétés françaises aussi. Mais oui, je pense que ça peut être une idée. L'Union européenne a sorti un framework pour calculer son niveau de souveraineté. De mon point de vue, la souveraineté, c'est quand même, on reste quand même dans la notion d'indépendance aux technologies et aux services tiers, et la notion, toute la question on va dire du fanatisme de souveraineté réside dans le fait de savoir à quel niveau on définit le tiers. Et on peut le faire au niveau d'un État. On dit on veut être indépendant, on sait que la France nous protégera pour des Français, donc tout ce qui n'est pas français, on n'y est pas indépendant. Ou on peut récupérer, alors ça se fait beaucoup aussi en informatique, les ruptures technologiques. On va prendre différents matériels de différentes marques pour assurer que s'il y en a un qui est défaillant, on en a un autre. Mais une fois qu'on a dit cette indépendance, cette technologie, on est obligé aussi de faire le bilan, de se dire on n'a pas toutes les stacks technologiques qui nous permettent d'être indépendants et donc complètement souverain. Donc la vraie question, c'est quels sont les services ou les données qui nécessitent d'avoir un niveau de souveraineté qui est fort. Je suis pas sûr que la réservation de taxi où on peut mettre un pseudonyme ait des besoins d'avoir une souveraineté forte. Au-delà de ça, aujourd'hui, il y a aussi toute une guerre autour du matériel, du composant et du data center. On a bien vu avec... on revient sur la géopolitique avec la guerre avec l'Iran, que les premiers
l'Iran a utilisé pour la première fois des missiles pour attaquer des data centers, qui étaient pourtant des sujets un peu neutres historiquement, ils n'ont pas de but militaire, etc. Il y a une question sur tout ce qui est les câbles sous-marins. Est-ce qu'on est souverain ou pas? Non, pas du tout. Personne n'est souverain autour des câbles sous-marins. Et finalement, peut-être que les Russes et les Chinois sont ceux qui ont le mieux adressé cette question de la souveraineté. Parce que les Russes, ils sont capables de faire un réseau fermé, les Chinois pareil. Et en plus, les Chinois, ça fait 15 ans qu'ils ont rattrapé tout le retard qu'ils avaient sur toutes les technologies et qui sont capables aujourd'hui d'être quasiment, même au niveau des OS. Christophe, tu disais, ça fait 40 ans qu'on est sous Windows. Eux, quand on leur a dit, vous avez plus d'Android sur vos téléphones, en quelques mois, de façon extrêmement impressionnante, ils avaient été en capacité de reproduire la même chose. Donc finalement, c'est peut-être le fait qu'on soit confortablement installé avec des solutions tierces qui nous vont bien parce que finalement on les paye, on n'a pas besoin d'avoir, comme le disait Geneviève, de payer dans le public des ingénieurs très chers pour qu'ils refassent tout ça. On n'a qu'à utiliser ceux qui sont payés 3 fois plus dans le privé, quoi. Tout à fait. Je te rejoins là-dessus, effectivement. C'est une question de volonté d'investissement. On est d'accord. Mais je rappelle quand même que cette souveraineté, les Russes et les Chinois, ils ont réussi à faire quelque chose qui, finalement, c'est peut-être un exemple pour nous. Hein. Fermer leur réseau Internet sur eux-mêmes, refaire du matériel full parce qu'ils n'ont pas accès à du matériel américain ou israélien. Ils l'ont fait, ils ont été obligés de le faire, donc ils l'ont fait. C'est là où je voulais en venir, et tu as entièrement raison, c'est qu'ils n'ont pas eu le choix. Et tout, tant qu'on a le choix et tant qu'on a des relations commerciales, ça arrivera jamais. Eux, ils n'ont pas eu le choix, ça a été fermé de facto, hein, pour les raisons historiques et politiques qu'on connaît. Et donc, du coup, quand tu n'as pas le choix, tu es beaucoup plus innovant. C'est pour ça que finalement, l'administration Trump 2.0 est peut-être quelque chose qui nous fait du bien aussi, parce que indirectement, j'ai vécu le sujet des augmentations de licences VMware suite au rachat de Broadcom, qui ont été exponentielles. Ça a obligé des éditeurs comme Proxmox, qui sont des éditeurs entre guillemets libres avec une version payante, de sortir des nouvelles features qui correspondaient à celles qui manquaient pour basculer sur Proxmox. Et il y a une grosse majorité des acteurs intermédiaires qui n'avaient pas accès aux licences VMware qui ont basculé sur Proxmox. Donc c'est exactement ça. C'est quand on est obligé de le faire, on le fait. Tout à fait. Et c'est très intéressant, ces éléments-là. On va boucler sur une dernière question parce qu'on est en train de tuer le temps. On parlait de renégociation des alliances. C'est un peu ça qui est avec comment on va changer parce qu'il a été mentionné notamment le Five Eyes qui était, il y a l'OTAN, il y a l'Union européenne, il y a tous ces différentes tribunes-là de signaux et d'échanges d'informations qui ont été faites. Et je vous ai entendu un peu dire, oui, ce serait peut-être temps de renégocier peut-être du 1 à 1 ou des forums différents. On voit à l'heure actuelle, au moment où on se parle, qu'il y a un appétit pour l'Europe d'inclure le Canada dans l'Union européenne. Donc, on est dans des notions qui sont, à la limite, quasi licorne en termes d'idées, puisque ce qu'il y a un an ne pouvait même pas imaginer qu'on pouvait inclure le Canada dans le contexte de l'Union européenne, ou même le Canada dans les pays scandinaves, les pays du Nord de ça. Il y a comme un réveil que le Canada existe pour une partie du monde, donc d'un intérêt et d'affiliation qui est différent. Donc, de ces éléments-là, comment vous voyez la reconfiguration des alliances où on s'en va? Et donc, puis ça va être le sujet de conclusion parce qu'après ça, on a plus de temps, puis ça va s'enfuir. Fait que je vais laisser Fanny encore une fois commencer avec cette idée. Hey, j'ai vraiment pas grand-chose à dire sur ce sujet. Je suis pas très calée là-dessus, mais moi, ça me fait penser je fais beaucoup de projets de recherche en ce moment à l'université sur la stratégie industrielle de défense. Là, on parle vraiment pas de cybersécurité, mais de défense en tant que telle. Puis comme on l'a mentionné là, juste là, oui, je pense que l'administration Trump 2.0 a vraiment fait en sorte qu'on s'est réveillé au Canada par rapport au fait que notre armée, ce qu'on avait dans notre armée n'était pas vraiment à jour. Ça fait des années, dans le fond, qu'on a rely, qu'on s'est fié sur les États-Unis pour nous défendre. Et là, on se rend compte qu'eux se désengagent plus ou moins là, maintenant, là, mais qui sont un peu moins, disons, ils jouent moins le rôle de protecteur, disons, de l'Occident. Et à ce moment-là, ce qu'on voit beaucoup, c'est justement une volonté pour le Canada de s'intégrer plus au niveau de la défense avec les Européens. Moi, je pense que c'est un peu la même chose du côté cyber que du côté de la défense, dans le sens où oui, on sait que c'est important, on se réveille en ce moment, on se dit,
Là, c'est à nous de prendre les choses en main. Mais la grosse question qui revient tout le temps, c'est comment qu'on le fait. Parce qu'une fois qu'on dit qu'on va le faire, ben, il faut trouver la stratégie. Je pense que toutes ces discussions, en ce moment, la discussion qu'on a, les discussions qu'on a aujourd'hui, c'est des discussions qui sont très présentes dans la société québécoise et canadienne, tant au niveau de la défense qu'au niveau de la cybersécurité. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Je vais juste faire le parallèle, disons, entre les deux milieux. Je me dis qu'il y a peut-être une question on a longtemps. de... Ah, vas-y. Oui, je me dis peut-être une question de qu'est-ce qui fait un partenaire de confiance, dans le sens que il y a très certainement des alliances où est-ce qu'on peut regrouper des pratiques, mutualiser des pratiques, aller chercher vraiment des partenariats, mais dans le cyber surtout, puis ici je considère le cyber comme le 5e domaine au sens des traités et pas tant le cyber au sens de mes données personnelles sont partout et que vais-je faire comme individu, là. Je me dis qu'il va aussi avoir des alliances de refus, dans le sens de dire, dans cette zone, nous, notre entente commune, c'est que pour, exemple, les questions de chiffrement, on ne va pas utiliser tel et tel algorithme ou telle et telle façon de gérer des clés ou de dire, je dis un peu n'importe quoi, là, mais dire au niveau de l'OTAN, au niveau de la génération des clés, voici notre standard. Il y a peut-être du travail à faire aussi au niveau des standards puis des cadres normatifs parce que il va y avoir une question de parmi nos alliés, qui est vulnérable à X, Y, Z en termes de vecteurs d'attaque. Puis présentement, on n'a pas vraiment ça. On a de la complexité dans toutes les directions. On a souvent les pratiques de cybersécurité, ce qui est défini comme étant une bonne pratique, ça va nous venir du NIST, ça va nous venir de ce qui est dicté par le CISA, comme qu'est-ce qui est exploité présentement. On a énormément on accorde énormément d'autorité à certaines informations et certaines pratiques qui nous viennent souvent des États-Unis. En tout cas, c'est le cas au Canada. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'en est au niveau des entreprises en Europe, mais je me dis qu'il va y avoir de ça. Je ne sais pas si c'est ça le premier pas, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on construit ça, mais questionner et critiquer déjà l'état des choses, je pense que ça va faire partie des nouvelles alliances. Oui, je voulais juste... Après, je voulais ajouter, abonder dans ton sens, Geneviève, avec un petit, quand même, recentrer un peu la notion de cybersécurité, qui est une valeur qui dépasse un peu les États. Internet, c'est pas construit sur des intérêts commerciaux. Tu parlais d'algorithmes, de chiffrement, c'est des chercheurs qui ont sorti des chiffrements, des algorithmes qui sont encore utilisés aujourd'hui, que tout le monde utilise, qui devront évoluer, pas rentrer dans le sujet, mais qui devront évoluer dans quelques années. Mais ça reste des données issues de la recherche mise à disposition de tout le monde. Et dans la notion d'alliance, on a vu aussi aujourd'hui, on connaît tous on va dire les scores CVSS et la publication des CVE avec les vulnérabilités. Il faut savoir que aujourd'hui, c'est un organisme américain que Trump a menacé de supprimer, que l'Europe s'est dépêchée d'en refaire un autre avec des scorings, mais que la publication des CVE aujourd'hui, on a plus de facilité à aller le chercher chez l'éditeur que le confort qu'on avait quelques années en attendant que ça sorte publiquement. Il y a 40%, je crois, des CVE qui sont 30 ou 40% qui sont connus, mais qui sont pas encore classifiés. Donc en fait, ce que je voulais dire par là, c'est que cette notion d'alliance, je pense qu'elle sera pas pour la cybersécurité en termes de pays, sauf macroscopiquement. L'UE a sorti une réglementation de NIS 2, dont une des parties, c'est quand même d'obliger tous les pays à communiquer sur leurs attaques pour fédérer la connaissance et pouvoir identifier ces APT, ces technologies d'attaque, etc. Il faut savoir que le FBI communique aussi avec toutes les agences. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose interpays ou on va dire, où chacun essaye de gagner quelque chose. Je pense que c'est plutôt des éléments où on doit essayer de faire en sorte que cette notion un peu supérieure de cybersécurité reste indépendante de profit. Et dès que quelqu'un essayera de faire des profits, il sera un peu mis au banc et ça sera tout de suite un peu problématique. C'est un peu du business, on en parlait de quelques États qui vendent de la zero day ou de la vulnérabilité. C'est pas un business ils le partagent avec leurs potes, mais ça va assez vite. Et finalement, les solutions après qu'ils essayent de vendre, on en connaît quelques-unes, de
NSO, Palantir, etc. Au bout d'un moment, elles sont utilisées comme des moyens de surveillance et d'attaque et elles n'ont plus ce vernis de défense et d'éthique en fait sur l'utilisation de la cyber. Voilà, donc rappelons quand même que tout ce qui est cybersécurité, c'est un intérêt supérieur pour lequel tout le monde a intérêt à ce que ça reste justement un peu public, un peu connu. Et sur les algorithmes publics qui sont connus RSAES, ils sont utilisés parce qu'on sait ce qu'ils font. Certains ont essayé de développer des algorithmes privés. C'est très dangereux parce que justement, on ne sait pas exactement à quoi ils sont vulnérables. Ouais, pour essayer de je rejoins un peu, je vais vous dire, mais je vais essayer de répondre en même temps aux trois questionnements de Nicolas, William et Geneviève. Je vais tenter l'exercice. Déjà, le Canada et l'Union européenne, et c'est écrit partout, hein, et ça revient avec la souveraineté, ça revient avec la confiance, ça revient avec un pays tiers. C'est souvent fondé sur des valeurs qui sont communes. Déjà, c'est important. Si que ce soit une organisation, hein, que ce soit des entreprises, que ce soit des pays, c'est des valeurs communes. Une histoire de coopération et des liens entre les peuples. Sinon, ça fonctionne pas. Je pense que le Canada et l'Europe cochent à peu près toutes les cases. Et d'ailleurs, c'est écrit, je crois, sur un de vos sites gouvernementaux. C'est la plus vieille alliance avec l'Europe, le Canada, 1959. C'est le premier pays à qui on a signé. Un de nos dirigeants a dit il n'y a pas d'autres pays qui peuvent comprendre les choses françaises et européennes que les Canadiens français et à l'époque on parlait beaucoup du Québec avec des discours connus. Donc déjà il y a la confiance qui rentre en jeu, les valeurs communes et ça c'est extrêmement important dans le rapport. Donc pareil entre organisations, on peut définir un tiers par sa confiance et des valeurs communes, qu'elle soit technique, la réponse elle soit technique, qu'elle soit commerciale, qu'elle soit politique. Ça c'est important. Si on le voit, sinon ça fonctionne pas bien. Ensuite, on a longtemps pensé les alliances de manière stable et qu'elles seraient toujours plus ou moins les mêmes. C'est faux. Les alliances, elles sont pas stables dans l'histoire. Elles sont parfois semées d'embûches et une alliance, c'est un peu comme un couple. C'est la même chose. Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois on se sépare et parfois ça veut pas dire qu'on est ennemis. On peut se séparer et être amis. C'est le cas aussi. Donc aujourd'hui on parle de refroidissement qui est un refroidissement très léger quand même côté États-Unis qui est plus protecteur pour lui-même, un peu moins pour les autres. Encore que ça dépend sur quel angle on l'approche. Sur d'autres sujets que la cyber, ça pourrait être différent. Mais c'est temporel. On sait qu'il y a une durée de vie politique qui est limitée. On sait qu'il y a du changement après. Et donc, il faut le voir prendre un peu plus de hauteur sur le temps long. Et sur le temps long, je pense qu'on peut considérer que nos alliances elles vont durer encore longtemps. Même si les quelques mandats de 2-3 ans et quelques agitations vont semer la pagaille, je pense que c'est pas là qu'il faut prendre une décision radicale. Il faut prendre de la hauteur et se dire que ce qui va arriver après, c'est dans quelques années, 2-3 ans, 4 ans, qu'est-ce qu'il faut le préparer. Et ces alliances-là vont repartir et vont réchauffer. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre. Il faut aussi prendre le temps du recul. Et là où effectivement je rejoins le côté sur la partie cyber, c'est que aujourd'hui en fait les frontières elles ont un petit peu bougé. On parlait beaucoup de frontières physiques. Aujourd'hui la frontière elle est cyber. Soyons clairs, la frontière elle est cyber. Aujourd'hui on voit des ajustements, on voit des enjeux, on voit la cyber ça rabat toutes les cartes. C'est un élément complémentaire, c'est une sorte de 4e dimension la cyber finalement, de 5e dimension si on prend le temps dedans, mais ça rabat les cartes parce que ça touche tout. Ça touche la souveraineté, ça touche la donnée, ça touche les infrastructures, ça touche le citoyen, ça touche la politique, ça touche la défense. C'est une des rares matières qui touche tout. Donc on pourrait dire que la cyber est finalement une 5e dimension. Et puis sur l'intégration du Canada à l'Europe, c'est notre
roi Charles d'Angleterre qui a dit il y a pas très longtemps à M. Trump que s'il n'avait pas été là, il parlerait français. Finalement, c'est pas trop un problème. Je crois que ça fait longtemps que les relations elles existent entre le Canada et l'Europe, qu'ils soient intégrés ou pas. Si tu parles de licorne, je crois que c'est le bon mot. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet de l'intégration. C'est la confiance qu'on se donne et c'est la volonté de travailler ensemble. Peu importe la manière intégrée ou pas, c'est pas le sujet. Absolument. Merci. Ça va conclure cette excellente discussion. On a manqué de temps, malheureusement. Je pense que j'avais pas anticipé que ça serait aussi passionnant. On aurait tant de choses à parler. Notamment, il y avait des sujets qui en marge, comme le quantique, qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'aborder cette fois-ci. Il va falloir refaire reconvenir d'un autre moment et continuer cette conversation. Je pense qu'on a encore beaucoup à discuter. Je vous remercie énormément d'avoir trouvé le temps et d'avoir permis cette conversation. Merci à toi, Nicolas, et au plaisir pour la prochaine. Merci, plaisir.